Voilà, donc c'est le professeur Paganin, pneumologue au Port, qui va nous présenter l'état du dépistage du cancer bronchique en France. Le 4e cancer, mais le premier tueur, comme vous le savez. Voilà, donc je vous passe la parole, professeur Paganin. Ok, merci. Merci, bonjour à tous. Merci aux organisateurs, c'est un peu incontournable, mais c'est un plaisir d'être là. Et donc, on va débuter ce hot topic, parce que c'est un sujet, et je remercie les organisateurs de nous avoir permis de le discuter, qui est extrêmement important. Alors, je vais passer assez vite, si vous voulez, sur les indicateurs en ce qui concerne le cancer du poumon. Vous pouvez retrouver les chiffres. On est dans une situation épidémique absolument catastrophique. Vous voyez un nombre de cas incidents majeurs en France, 40 000, pratiquement 30 000 décès. Et donc, c'est la première cause de mortalité par cancer et qui est en constante augmentation. Donc, les éléments cliniques, l'âge de dépistage 65 ans, donc c'est finalement relativement jeune, et on voit de plus en plus de cas incidents chez les femmes en relation avec le tabac essentiellement, mais pas que, et ça c'est un élément qu'on pourra discuter dans les questions. L'autre chose qui est absolument catastrophique et qui ne change pas, c'est que 60% des cancers du poumon sont découverts en stade métastatique. Donc si vous voulez, d'emblée, quand on voit ça, on se dit il faut vraiment faire quelque chose, parce que le stade métastatique dans les cancers du poumon, même si les traitements dont on discutera peut-être dans d'autres sujets ont fait des progrès, il n'en demeure pas moins que le pronostic est absolument catastrophique. Donc les cancers sont souvent révélés par des métastases qui font à ce moment-là faire un bilan qui trouve souvent des cancers très périphériques, souvent petits. Et si vous voulez, cette modification épidémiologique, elle est clairement liée à la qualité du tabac fumé, à savoir que les cigarettes légères, dont on pense que sont finalement moins toxiques, s'avèrent être beaucoup plus toxiques parce que la manière de fumer est différente. Pour avoir l'impact nicotinique, on fume de manière en augmentant la température de combustion, en inhalant de manière plus profonde, ce qui explique des cancers qui sont beaucoup plus périphériques et dont le diagnostic est actuellement fait beaucoup moins en endoscopie bronchique, mais beaucoup plus sur des formes proximales et qui surtout ne parlent pas sur le plan clinique avant justement d'être révélés par des métastases. Sur le plan thérapeutique, si vous voulez, de manière assez simple, il y a les patients qu'on peut opérer qui vont éventuellement avoir une chance de survie prolongée et les patients qu'on ne peut pas opérer et qui vont avoir à ce moment-là la mise en place d'un traitement que l'on peut considérer comme palliatif, même si, objectivement, on a fait des progrès importants. Et vous voyez qu'entre un stade 1 où on a une survie globalement que de 50% à 5 ans, ce qui veut dire qu'on n'est quand même pas dans des situations curative formelle, le stade métastatique, on est aux alentours de 5% à 5 ans, et là, bien évidemment, tout le monde comprend que la situation est totalement différente. Donc là-dessus, sur ces indicateurs épidémiologiques, on peut se dire le dépistage, il est logique. Si on peut dépister les cancers avant que ceux-ci soient à un stade métastatique, on aura certainement tout gagné. Donc déjà, le premier message, si vous avez une envie devant un patient de faire un dépistage, clairement, la radio, c'est non. Ne faites pas une radio, ça c'est démontré. Il faut faire un scanner faible dose, low dose. Et donc déjà, le premier message, la radiographie du thorax dans le cadre du dépistage, c'est terminé, ça ne sert à rien. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de radio du poumon dans d'autres situations. Okay ? L'autre élément, c'est quelle population, savoir qui est-ce qu'on va éventuellement cibler dans le screening. Est-ce que c'est rentable? Est-ce que c'est efficace? Combien ça coûte? Et est-ce que ça ne va pas générer des effets secondaires? Il y a 2 essais extrêmement importants qui ont été faits donc dans le monde. Alors, il y a beaucoup de pays qui en ont fait. On va voir un peu la France. Mais les Italiens, les Anglais, les Australiens, les Canadiens ont fait des études nationales. Mais les 2 études pivotales, une américaine et une européenne, ont été faites en 2013. Et globalement, elles retrouvent à peu près la même chose. Bon, la méthodologie, je ne vais pas discuter dessus, c'est un peu différent. Très vite, l'étude américaine, il y avait un bras radiologique qui a permis clairement de démontrer que la radiologie, c'était pas intéressant. L'étude européenne, elle est certainement plus pertinente parce qu'elle est basée sur une approche volumétrique et dire avec une notion d'intervention qui va être évaluée avec un suivi, mais globalement, si vous voulez, les résultats sont à peu près concordants. Alors,
il y a beaucoup de patients qui n'ont pas de cancer. Sur l'étude américaine, on voit finalement qu'il y a pas mal d'événements, mais les patients qui ont vraiment un cancer sont faibles. Et l'étude européenne, comme il y avait un bras évolution, elle est un petit peu plus spécifique, mais globalement, les résultats sont concordants, les 2 essais sont positifs. Et on considère, alors après c'est des calculs, et je vous passe la méthodologie, qu'on a une réduction de mortalité par cancer lorsque les patients bénéficient d'un dépistage qui est de l'ordre de 20%. Donc c'est loin d'être négligeable. Donc si l'essai est positif, maintenant c'est de dire quels patients on va dépister. Alors, on va à l'évidence s'orienter vers les fumeurs. Donc, un peu les bornes ont été positionnées et on considère qu'il faut proposer un dépistage chez les patients qui ont fumé plus de 30 paquets années et qui ont entre 50 et 75 ans. Alors maintenant, c'est quoi? Un scanner par an, probable, mais après, dans quel intervalle? Alors là, on n'a pas forcément de réponse. S'il faut le faire tous les ans, ce qui paraît beaucoup, s'il faut le faire tous les 5 ans, ce qui paraît peut-être un peu insuffisant, ça, il y a vraiment beaucoup de flou là-dessus, il n'y a franchement pas de réponse formelle. Bien évidemment, ça ne répond pas du tout au problème des non-fumeurs. Vous savez que dans le cancer du poumon, il y a de plus en plus de cancers chez qui on ne retrouve pas de cause évidente. Alors, le tabac étant bien évidemment la cause majeure, il peut y avoir des causes professionnelles. Donc ça, c'est important en termes de pathologie professionnelle et ouvrant droit à des reconnaissances. Mais il y a des cancers qui arrivent chez des gens qui n'ont aucun facteur de risque. Et ça, c'est un vrai problème. La deuxième chose, c'est quand on va dépister, c'est un peu, est-ce qu'on ne va pas induire plus de problèmes que d'autres? Bon, on va le revoir. En France, si vous voulez, il y a eu cette étude d'Episcan qui a été faite à l'instigation de la Société de pneumologie et qui montre un essai positif, là aussi, qui montre qu'il y a une indication claire en termes de bénéfices à proposer un dépistage par cancer du poumon. Et si vous voulez, si vous regardez les dates, d'Episcan 2012, les 2 études pivotales, c'est 2013, et donc en 2016, la Haute Autorité de Santé en France a émis des positions qui sont très très étonnantes quand même, parce que si on lit, et je l'ai relu avec un œil critique, ils disent oui, mais c'est pas clair, vous voyez, c'est les difficultés à identifier de façon précise la population. Donc on a un discours qui est un discours avec les études référencées, positives, et qui dit malgré les études référencées, nous en France, on dit qu'on n'est pas bien clair et qu'il faut faire encore des études. Alors on peut se poser la question pourquoi, et vous imaginez bien d'emblée la réponse. Pourtant, il y a un bénéfice très clair. Si vous regardez, si on faisait passer un scanner à 100% de la population identifiée comme la population à risque, vous voyez qu'on a un bénéfice, si vous voulez, de réduction très très importante, avec, là aussi on va le revoir, des effets secondaires spécifiques liés au dépistage, mais qui sont finalement pas très important par rapport aux bénéfices attendus. Et si on ne met que 45% de la population, on a là aussi un élément de réduction. Je vous ai mis en annexe, si vous voulez, les réductions qui sont liées, par exemple, enfin, le cancer les accidents de la route, pas le cancer de la route, mais les accidents de la route, etc. Alors, c'est vrai qu'on nous dit qu'il faut rouler moins vite et on a beaucoup embêté les gens avec les 80 km/h, mais enfin, je dis pas que c'est un faux problème, mais c'est pas que le seul problème quand même en termes de réduction en France. Donc clairement, il y a un problème important qui concerne le coût. Donc il y a des coûts directs et ça on peut les évaluer, et il y a l'organisation du dépistage. Alors, vous l'avez vu, identifier des sujets à risque, ça peut être compliqué. On peut aussi avoir des éléments maintenant sur l'atteinte à la vie privée. Comment est-ce qu'on va... Je veux dire, je suis un sujet à risque parce que je déclare que je fume, etc. Donc, on peut avoir des idées de cette nouvelle évolution sociétale. L'autre chose, et je suis content d'y avoir des radiologues dans la salle et comme modérateur, c'est... Est-ce qu'on a besoin d'un radiologue pour faire ce dépistage? L'idée, ça serait d'avoir peut-être des scanners dédiés et ne pas utiliser les scanners
qui sont dans le parcours de soins pour faire ce dépistage qui va concerner énormément de gens. Alors il y a des analyses automatisées maintenant, des scanners, et ça rejoint peut-être un peu le versant de l'intelligence artificielle qui va faire l'objet d'une discussion pendant ce congrès. Et clairement, les analyses automatisées fonctionnent, vous me direz si c'est pas le cas, et il faudrait peut-être à ce moment-là avoir une alerte lorsque la machine détecte quelque chose d'anormal et une intervention médicale à ce moment-là, plutôt que faire passer les gens dans le parcours de soins, vu les autorisations de scanners, etc., etc. L'autre élément très important, c'est la participation. Vous savez que dans le dépistage du cancer du sein et du côlon, là aussi, la participation est un facteur majeur. Mais on a vu que même avec la moitié des populations cibles qui peuvent être dépistées, on a une réduction très significative du nombre de décès. Alors après, qui paye? Ça, j'en sais rien. Mais il y a eu des calculs, si vous voulez, qui ont été faits et qui montrent que si le fumeur paye au travers des taxes, ce qui est déjà largement le cas, vous voyez que ce n'est pas très important. On pourrait arriver à financer le dépistage avec une augmentation extrêmement ridicule du prix du tabac. Alors c'est peut-être toujours la même chose, c'est augmentation des taxes, ça ne plaît pas forcément à la population générale, mais bon, c'est une piste, c'est peut-être pas la seule. Est-ce qu'il y a des effets secondaires? Alors, le risque psychologique, il est peut-être non négligeable, se dire « Ah, j'ai un screening, est-ce que je suis malade, etc. » Et si on ne trouve rien, c'est dire « Ah ben, je peux continuer à fumer. » Okay, donc ça, c'est un élément. Clairement, le scanner low dose n'entraîne pas d'effets secondaires et donc il faut vraiment balayer ça d'un revers de la main, sauf si on en fait tous les 3 mois, ce qui est évidemment non recommandé. Sur le plan psychologique, on voit que finalement, les gens, quand on leur explique l'intérêt du dépistage, ils ne sont pas dans une situation, si vous voulez, de stress majeur. Le bénéfice global, si vous voulez, il me semble important de ne pas oublier les autres atteintes liées au tabac. Si vous êtes devant un fumeur, eh bien, effectivement, s'il rentre dans les critères, vous pouvez penser à faire un dépistage, mais faire aussi un dépistage de l'obstruction bronchique dans le cadre de la BPCO, des pathologies cardiovasculaires, etc. Donc c'est une prise en charge globale qu'il faut avoir en tête pour ces patients qui vont avoir des atteintes spécifiques liées au tabac. Il faut savoir que le tabac, actuellement, reste la première cause de mort évitable dans les pays industrialisés. Donc la prévention du tabac, traquer tous les éléments pathologiques liés au tabac me semble être un élément médical extrêmement important quand on est face à ces patients et bien entendu un élément de santé publique sur le plan national extrêmement important. Donc, clairement, le dépistage du cancer du poumon, lorsqu'il est réalisé par un scanner faible dose, est efficace en termes de réduction de la mortalité. Le bénéfice, le rapport bénéfice-risque effet secondaire, c'est-à-dire risque induit par la procédure, c'est-à-dire que si vous avez un cancer, vous pouvez avoir une morbidité liée à la ponction sous scanner, etc., ou à la mise en place d'un traitement pour des cancers qui n'auraient pas évolué de manière rapide. Donc tout ça, ça se calcule, mais globalement, le rapport bénéfice-risque, il est extrêmement important. Et on peut se poser la question, tout de même en France, de savoir pourquoi l'HAS a pris cette position extrêmement ambivalente, alors que les indices sont là, alors que le bénéfice est réel, alors que le coût pourrait être géré. Moi, j'avoue que, si vous voulez, je suis un peu perplexe de cette attitude et on pourra en discuter et avoir votre sentiment. Et ne pas oublier que devant un patient tabagique, il faut avoir une arrière-pensée globale de dépister et de traiter éventuellement les autres complications liées au tabac, au premier rang desquelles la BPCO et les maladies cardiovasculaires. Et je vous remercie. Merci, professeur Paganin. Donc effectivement, on est devant un paradoxe en France avec un bénéfice qui est prouvé du dépistage et qui a priori n'est pas prêt de s'améliorer, puisque moi, en tant que radiologue libéral, j'ai reçu l'information du syndicat des radiologues, là, comme quoi il y avait un amendement qui avait été porté à l'Assemblée, qui a été refusé pour le dépistage
je disais le bénéfice éprouvé du dépistage par scanner basse dose. Malheureusement, a priori, c'est pas prêt de s'améliorer puisque moi, je suis radiologue libéral et j'ai reçu un SMS du syndicat des radiologues comme quoi il y avait un amendement qui avait été porté à l'Assemblée qui a été refusé. Donc, on est devant un paradoxe français. Un de plus. Ouais. Nous avons une question. Artériopathie et tabagie, plus que 30 paquets années, c'est fréquent. Si on fait un angioscanner aorte et membres inférieurs, on pourrait faire, ça a disparu, un scanner thorax en même temps. Alors, ça j'ai peut-être une question spécifique à poser au radiologue. A priori, si on fait un angioscanner avec une injection de produits contraste et des reconstructions, ça va être plutôt un scanner en reconstruction, peut-être filtre dur, etc., donc nécessitant des doses plus importantes. Le scanner low dose, il est vraiment avec des doses très faibles pour avoir juste une étude du parenchyme pulmonaire. Voilà, donc bien évidemment, si on fait un scanner pour une autre cause, ça peut être intéressant de faire une hélice. Alors après, sur le plan du remboursement, de la cotation, je ne sais pas. Mais effectivement, ça a du sens. Mais on n'est plus dans le cadre d'un dépistage strict dans la mesure où on est amené à faire une évaluation d'une autre pathologie qui a des signes cliniques. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Mais bon, à l'évidence, qui peut le plus, peut le moins. Okay. Gilles. Oui, juste une remarque et une question. La remarque, c'est que le paradoxe dans le dépistage en France, il n'existe pas que dans le cancer du poumon, puisque pour le cancer de la prostate, c'est la même chose. La HAS ne recommande pas le dépistage du cancer de la prostate par le dosage GPSA. On ne sait pas pourquoi, puisque les études montrent que ça n'a d'intérêt. Bon. La question, c'est que, voilà, donc on ne fait pas de dépistage du cancer du poumon chez les personnes à risque. Dans la pratique quotidienne, quand tu suis des patients tabagiques, est-ce que tu leur proposes, est-ce qu'on doit leur proposer de faire des scanners low dose? Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'il faut le faire? À l'évidence, oui. C'est-à-dire que, moi, dans la pratique, lorsque je vois un patient qui est à risque sur ce qu'on a dit, je lui propose de faire un scanner de dépistage, donc je fais une ordonnance et je mets bien dépistage pour que le radiologue fasse un scanner low dose. Mais si tu veux, ça c'est une attitude, et moi honnêtement je la recommande en tant que praticien et pour les omnipraticiens, c'est pensez-y, faites-le, mais si tu veux, à ce moment-là on est dans une situation un peu inconfortable. Si tout le monde fait ça, on va avoir un embouteillage considérable des scanners à utilisation des filières de soins, et finalement le problème du dépistage, c'est la macroéconomie de la santé publique nationale. Il faut qu'on ait en France, et je veux dire, une position qui soit claire et qui soit organisée pour qu'on puisse avoir du dépistage et pas sur la bonne volonté du praticien qui y pense. Donc, si tu veux, à l'évidence, moi je dis, oui, il faut faire du dépistage hors la loi, entre guillemets, parce qu'on a un bénéfice clair. Mais est-ce qu'on peut le faire? Oui, pour le moment, on ne nous tape pas sur les doigts. Ouais. Mais voilà, je pense que la solution, elle doit venir d'une décision de la tutelle et qui dit il y a un bénéfice à faire le dépistage, organisons-le, finançons-le. Merci, professeur Paganin, pour une très belle présentation. Merci. Le temps est court.